Tout est politique, bonsoir, et un invité exceptionnel, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, auteur du livre Hôtel Europe, qui vient de paraître chez Grasset, une pièce de théâtre qui porte le même nom, Théâtre de l'Atelier. Bernard-Henri Lévy, je suis accompagné de Christian Mallard pour vous interroger pendant cette émission. On a la sensation, on est tous sous le choc de la décapitation de cet homme de 55 ans, guide de haute montagne, Hervé Groudel. J'ai une question, sommes-nous en guerre aujourd'hui, ce matin? Bien sûr, on est clairement en guerre. Une guerre de type nouveau, contre un État en formation, contre un État qui n'a pas encore ses véritables contours, mais contre un État qui nous a déclaré la guerre. Donc, guerre de religion, guerre de civilisation, Samuel Huntington. Guerre politique. Guerre politique. C'est-à-dire l'État islamique, ce n'est pas une question de religion. Leur message d'ailleurs est tellement contraire au Coran, tellement contraire à la vérité de quelque religion que ce soit. Non, ce sont des fascistes, ce sont des nazis. Les nazis. Les autodafés de livres, les décapitations, les crucifixions, le supplice ritualisé et organisé comme arme de guerre. On n'est pas dans la religion, on est dans la politique. Ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que nous sommes face aujourd'hui au troisième fascisme, le troisième totalitarisme de la modernité. Que vous nommez le fascisme-islamisme. Et que j'appelle, dans un livre publié il y a 20 ans qui s'appelait La pureté dangereuse, je disais, on est en face de quelque chose qui monte et qui gonfle et qui enfle et qui s'appelle le fascisme-islamisme. La troisième version de cette, philosophiquement, je disais, de cette volonté de guérir, de cette folie de vouloir des sociétés pures, qui a maintenant le visage de l'islamisme radical. Donc, guerre sans merci contre ces hommes. L'étau de la barbarie est en train de se resserrer, d'où la détermination affichée par François Hollande à l'ONU, celle aussi de Barack Obama. Maintenant, on décapitait jusqu'alors en Irak, en Syrie, et on décapite maintenant à 55 minutes d'avion de Marseille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on décapitera peut-être un jour encore plus près de Marseille. C'est ce que vous pensez aujourd'hui ? Je pense que ces hommes n'ont pas de limite. Je pense que cette guerre asymétrique, cette guerre de l'ombre, peut prendre des formes encore plus radicales et encore plus cruelles. Et Dieu sait pourtant que ces images sont d'une cruauté terrible que ce que nous avons vu. Il est possible que nous ne soyons qu'au début d'un processus terrible. Il y a quelques années, en 2003, vous enquêtiez sur Daniel Pearl, le journaliste américain qui avait été décapité. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quelque chose a changé depuis? Mais je pense à Daniel Pearl, d'abord constamment depuis 10 ans, et sans cesse depuis la décapitation de James Foley, et sans cesse depuis hier soir, parce qu'en effet, il a été le premier. La première fois récente où la décapitation a été utilisée comme arme de guerre, c'est-à-dire vider un homme de son sang en même temps qu'on le vide de son humanité, le vider de son sang et de son humanité à la fois, c'était Daniel Pearl, ce journaliste du Wall Street Journal. Et j'avais fait l'enquête à l'époque, j'avais passé 1 an au Pakistan, et l'une des découvertes que j'avais faites et qui m'avait épouvanté, c'est que ces images de Daniel Pearl, qui nous faisaient horreur, que la famille de Daniel Pearl avait demandé que l'on censure sur le YouTube de l'époque, au Pakistan, où j'étais, c'était des images qui faisaient jouir, c'était des images qui se vendaient. Dans les marchés ? C'était sur les marchés. Moi, je racontais ça dans mon livre, je voyais des boutiques de vidéos, des revendeurs de CD, qui vendait aussi bien des films américains avec Bruce Willis que la vidéo de Daniel Pearl décapité. Et il y avait clients pour ça. C'est ça qu'il faut bien se dire. Vous dites, Bernard-Henri Lévy, vous dites que c'est une guerre politique, mais il y a quand même une connotation religieuse aujourd'hui à travers... La religion est instrumentalisée. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que même les frères musulmans, au moment de leur création, en 1929 à la fin des années 20, c'était un phénomène politique qui se servait de l'islam. Et c'était très clair d'ailleurs, c'était les frères musulmans en 29, c'était une version arabe du nazisme. Et je ne fais pas de réduction à Hitler-Roum en disant ça. S'ils portaient des chemises brunes ou des chemises noires, ils défilaient en faisant le salut nazi dans les rues du Caire. C'était la révolution nazie
était à l'œuvre dans l'ensemble du monde. Sa version arabe, c'était les frères musulmans. Donc c'est de la politique. Arrêtons, vraiment je le pense, de déchiffrer ce qui se passe là avec les lunettes du religieux. Nous sommes en face d'un affrontement, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas c'est le vrai diagnostic, entre la démocratie, les lumières, la modération, les droits de l'homme d'un côté, et l'obscurantisme, le fanatisme, le totalitarisme et le nazisme de l'autre côté. Alors, c'est une affaire politique. Sommes-nous face à des terroristes que la France a nourris? Parce que parmi ces terroristes, il y a des Français. On l'a vu avec le débrief des otages qui sont revenus. Vous savez, dans ce livre sur Daniel Pearl, en effet, la vie a tourné comme ça. J'ai fait cette enquête. J'ai passé un an sur les traces d'un de ces hommes ou d'un groupe de ces hommes, les assassins de Daniel Pearl. Donc je suis allé en effet à l'époque, en 2003, l'époque a peut-être changé, mais enfin pas trop, au plus près de la bouche, du souffle de la bête. Je suis allé voir de près. Et ce qui est en effet vrai, c'est que ces hommes-là sont à la jointure entre l'islamisme radical et l'Occident, entre l'archaïsme et l'obscurantisme le plus moyenâgeux et la modernité internetisée la plus pointue, la plus sophistiquée. Ça m'avait déjà frappé à l'époque quand j'enquêtais sur le Lashkar-e-Toïba, sur le Lashkar-e-Jangvi. Mais est-ce que c'est la France qui les a nourris, ces terroristes? Mais, donc je vous dis, c'est l'Angleterre qui avait nourri à l'époque en partie l'assassin de Daniel Pearl, qui s'appelait Omar Sheikh, qui était un produit des meilleures écoles anglaises. Et bien sûr que la France a nourri certains de ces djihadistes, évidemment. Les Mohamed Merah, les Nemouche, comme les Omar, les Omar Sheikh. Bien sûr que ce sont aussi des produits de l'Occident. Ils sont à la jointure des deux. Ils sont un signe d'une faillite relative. Pas toujours, une grande majorité des musulmans en France et en Angleterre sont bien intégrés, faillite relative du modèle républicain. Vous parlez des musulmans en France. Moi, pendant les manifestations, il y a eu des manifestations en France au moment de la guerre entre le Hamas et Israël. On a entendu « mort aux Juifs ». Et j'ai envie de dire, mais et les musulmans, que disent-ils aujourd'hui? Alors en Angleterre, on dit « not in my name », pas en mon nom. On se démarque de cette barbarie. C'est vrai qu'on attend une voix s'élever, on attend un leader musulman. Que font-ils? On n'attend pas, c'est ce que je le disais ce matin chez des confrères à vous, on n'attend pas tellement un leader. Les leaders, ils sont là. Il y a, en tout cas en France et en Angleterre, des autorités religieuses qui ont courageusement élevé la voix. En revanche, on attend la foule. On attend la foule. On attend que les républicains français, et parmi eux les républicains qui ont un lien avec l'islam, et parmi eux les musulmans convaincus et pieux, on attend qu'ils descendent dans la rue en masse. Tous les recteurs de mosquées, tous les recteurs de mosquées. Mais à qui je pense? Je pense aux gamins de certaines banlieues, je pense aux fidèles des mosquées qui vont à la prière régulièrement. Je pense qu'on devrait, on va, j'espère en tout cas, les voir descendre dans la rue pour dire, comme en Angleterre, pas en notre nom. Vous parlez des gamins des banlieues, mais il y en a beaucoup qui sont récupérés par des réseaux islamistes parce que les parents ont abandonné leur éducation. Eh bien, c'est l'heure de vérité, Monsieur Mallard. C'est l'heure de vérité. Est-ce que les assassins, les décapiteurs, est-ce que c'est la vérité de l'islam ou est-ce que c'est la négation de l'islam? Si c'est la négation de l'islam, comme je le crois et comme ils sont, je crois, nombreux à le croire, il faut qu'ils le disent et il faut qu'ils le disent fort. Et pas seulement les imams de service, et pas seulement les grandes consciences. Bien sûr, c'est important que des grandes consciences s'élèvent, mais il faut que le peuple musulman français descende dans la rue et dise massivement d'une seule voix, ce qui se passe là, c'est une profanation du nom de Dieu. C'est une insulte à la religion. C'est pas ce à quoi nous croyons. Vous lancez un appel là. Je lance un appel, oui, je lance un appel, mais c'est surtout à chacun de lancer. C'est une affaire de conscience. Vous attendez une prise de conscience collective musulmane, plus particulièrement. Sûr, vous parliez tout à l'heure des manifestations de cet été pro-palestiniennes, en réalité antisémites, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, elle se cachait derrière son petit doigt. Les mêmes qui n'étaient pas descendus pour protester contre la mort des enfants syriens, qui n'étaient pas descendus pour protester contre la mort des civils tchétchènes, d'un seul coup se réveillent
pour protester contre la mort des enfants palestiniens. Autrement dit, quand un dictateur arabe tue d'autres Arabes, ça leur semblait naturel, mais quand c'est Israël qui, en se défendant, tue des civils, là, ça leur semblait un scandale épouvantable. C'est cela que vous attendez dans la rue. Nous attendons dans la rue pour protester contre cette barbarie qui les déshonore s'ils ne font rien, s'ils ne se manifestent pas. Il y a quelques semaines, vous signez un article sur la grande peur des Juifs de France, suite justement à ces manifestations où l'on scandait des morts aux Juifs dans les rues de Paris. Aujourd'hui, que dites-vous à ces Juifs de France qui, en masse, désirent ou font le pas de partir en Israël? Eh bien, je leur dis ce que je dis dans ce manifeste-là que vous avez devant vous, qui est un manifeste. Je remontre sur nos écrans. Si. Mais ce que je dis, c'est partez, si vous êtes sioniste au fond de votre cœur, bien sûr, ça c'est beau et c'est noble, c'est beau et c'est grand de participer à la construction d'Israël et à sa défense, mais ne partez pas à cause des antisémites. Ne partez pas parce qu'il y a des bandes de nervis barbares qui essayent de semer la terreur et de faire la loi. Parce que, grâce au ciel, nous sommes, nous, pas les Juifs, nous les Républicains, nous les démocrates, nous sommes encore les plus forts. Un, et deux, il n'est pas question, cette France que nous avons construite, cette France dont nous avons été parmi les meilleurs et les plus fervents bâtisseurs, on ne va quand même pas la laisser à ces bandes de gangsters. Pour reprendre une expression célèbre, est-ce qu'on peut terroriser les terroristes? Est-ce qu'on peut éradiquer ce fléau du siècle en faisant confiance quand même dans cette coalition internationale à des pays arabes, je regrette, qui jouent un double jeu? Je pense au Qatar, je pense même à l'Arabie Saoudite qui essaie de se refaire une virginité quelque part. Mais qu'ils se la refassent, leur virginité. Moi, je suis pour que les gens se refassent une virginité. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent leurs erreurs passées. Bien sûr que les pays que vous venez de citer ont joué avec le feu et que ce feu est en train de leur revenir dans la figure. Mais du coup, ça peut provoquer une prise de conscience, et je l'espère. Il y a aujourd'hui, dans les pays que vous évoquez et dans quelques autres, il y a 600 avions, des avions de guerre, hyper sophistiqués, des super F-16, qui sont pour l'instant cloués au sol, qu'ils participent massivement à l'offensive internationale contre l'État islamique. La Turquie qui ne joue pas le jeu et qu'on devrait peut-être exclure de l'OTAN quand on voit le jeu de M. Erdogan. Mais la Turquie joue un double jeu. La Turquie, M. Erdogan, qui est un étrange personnage, qui a un pied dans le pire et un pied dans la civilisation, devrait être mis en face de ses responsabilités. Je ne sais pas s'il faut l'exclure de l'OTAN. Nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, il en est membre. On va se poser la question. Mais en revanche, il est temps de dire à M. Erdogan qu'il est dans l'OTAN ou qu'il n'y est pas. Et que s'il y est, cela implique des droits et des devoirs. Cela lui donne un certain nombre d'obligations. M. Erdogan doit être, et son pays avec lui, au premier rang de la bataille de la civilisation contre l'horreur, contre les décapiteurs et contre la barbarie. Sinon, en effet, il faut qu'il en sorte. Bernard-Henri Lévy, je reviens à la crainte des Juifs de France. Est-ce que vous-même, avez-vous déjà pensé à aller vous installer en Israël? Mais bien sûr Cet été que l'idée... Attendez, bien sûr que l'idée m'a traversé, mais je l'ai aussitôt chassée de mon esprit, parce que à la fois par tempérament, moi je suis un combattant, je ne cède pas le terrain, jamais, je résiste, premièrement. Aussi par principe, parce que je vous le répète, je n'imagine pas une seule seconde déserter, baisser les bras, on doit se battre. Et puis enfin, et ça je voudrais le dire, alors, puisque vous me posez la question, à ceux des Juifs de France qui peut-être vous écoutent ce soir, ça n'est pas la nuit de cristal non plus. Il y a des écoles... On a un gouvernement avec nous, on a nos politiques. Les institutions républicaines tiennent bon. Ce qui n'était pas le cas dans les années 30. Voilà, c'est la grande différence avec les années 30. Dans les années 30, la République, les élites, les dirigeants s'étaient couchés. Aujourd'hui, ils ne se sont pas couchés. Écoutez les déclarations de Manuel Valls. Je me rappelle, j'étais à côté de lui il y a quelques mois, ou il y a un an, 6 mois peut-être, au Trocadéro, dans une grande manifestation organisée par le CRIF. Franchement, j'aurais pu signer le moindre de ses propos. François Hollande,
On peut avoir des désaccords avec lui sur beaucoup de sujets. La manière dont il traite ce problème, et notamment la question de l'antisémitisme en France. Pour vous, ils sont à la hauteur. Parfaite. Donc, ils sont à la hauteur. Et il n'y a pas que la gauche. Regardez au moment de l'affaire Dieudonné, quand cette espèce de petit bandit friqué qu'est Dieudonné, organisait ses meetings en province et qui se trouvaient des milliers de Français pour acheter leurs billets, des fortunes pour venir y assister. Il y a eu des Juppé, des Estrosi, donc c'est pas seulement la gauche, pour tenir bon et pour dire non, ils ne passeront pas. Un mot sur Israël Dernier et le mot. Hamas. Non, Christian, ça y est, la musique arrive, c'est la fin de l'émission. Bon. Je voulais vous remercier, Bernard-Henri Lévy, d'avoir été notre invité. Merci, Christian Mallard. Et à très bientôt, j'espère. Merci à vous deux. Merci. Merci.